Bonjour, je suis Charlotte Casiraghi. Bienvenue dans le podcast des rendez-vous littéraires rue Cambon. Partons à la rencontre d'écrivaines qui viennent d'accomplir leur premier pas, le plus décisif, le plus difficile, dans le monde de la littérature. Comment est née leur vocation ? Quels sont leurs rituels d'écriture ? Qui les lit et que lisent-elles ? Violette Dursault, vous avez 23 ans et vous êtes l'autrice d'un premier roman délicat et remuant. Même le bruit de la nuit a changé chez Flammarion. Tout à la fois enquête haletante sur les routes d'Italie, réflexion philosophique sur le deuil et roman initiatique. Il est aussi le portrait, tout en ombre et en lumière, d'un homme, votre père, décédé quand vous aviez 6 ans. Dans le roman, vous déguisez votre histoire sous celle de votre narratrice, Anna, et apportez au réel une élégante distorsion qui vous permet probablement de garder le cap face à un sujet douloureux et sensible. Le résultat est un ouvrage éthéré, fluide, où les moments de crudité succèdent à des bulles de pure poésie et qui a été accueilli très favorablement par la critique médiatique. On va parler tout à l'heure de ces médias desquels vous pouviez vous attendre à tout, le meilleur comme le pire, puisque vous êtes dans leur regard depuis votre naissance ou presque. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, chère Violette. Bonjour Lorraine, merci beaucoup. Violette Dursault, comment s'est faite votre rencontre avec l'écriture ? Je pense que ma rencontre avec l'écriture est concomitante avec la mort de mon père, parce qu'il est mort quand j'avais 6 ans. Donc c'est l'année où on apprend à écrire, et je pense que dans ma tête, il s'est passé un truc où je me suis dit, si j'ai appris à écrire, c'est pour écrire sur ce que je vis. À la mort de mon père, j'ai tout de suite commencé à garder des images, des souvenirs, et puis surtout collectionner ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là. Et j'ai commencé à écrire aussi parce que je me suis rendu compte très tôt que tout pouvait disparaître, même les choses, même les amours qui sont les plus forts et les plus stables. Et puis surtout, je pense que c'est une panique qui est restée un peu toute ma vie, on établit une vie où tout semble tellement évident, on se dit je m'en souviendrai toute ma vie de tous les détails de ce que je suis en train de vivre. Et en fait, à la seconde où ça s'arrête, on perd tout. Voilà, je pense que c'est né comme ça. Surtout dans les moments traumatiques, oui. On sait que la mémoire, elle est très vacillante. Ouais. Donc c'est comme si vous aviez cette espèce d'urgence, en fait, ouais, de conserver la trace et la mémoire. C'était vraiment l'écriture comme mémoire qui vous animait. Oui, mais alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que je n'y reviens jamais. J'ai jamais relu... Vous ne vous relisez pas ? Non. Mais c'est comme un besoin de marquer ce qui m'arrive. Enfin, c'est comme si la chose était vécue pleinement si elle était écrite. Et aussi, ça m'aide à comprendre, à décortiquer un peu. Alors, il y a l'écriture comme geste que vous venez d'écrire, mais il y a aussi l'écriture comme acte de littérature. Oui. Ça vient beaucoup plus tard dans votre vie, même si vous êtes quand même super jeune. Et je vous ai lu dans une interview dire « Je veux écrire depuis toujours, mais j'avais un peu perdu ce rêve par manque de confiance. Je pensais que je n'en serais pas capable. » Qu'est-ce qui vous faisait peur dans le fait de sauter ce pas-là, de dire « J'écris pour devenir écrivaine ». Je connaissais très peu d'écrivaines femmes. Je me suis accrochée à Louise Labbé pendant toute ma scolarité, mais finalement, je connaissais très peu d'écrivaines contemporaines. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça devrait être beaucoup plus étudié à l'école. Et puis, j'avais pas confiance. Je me disais, pour sortir un livre, il faut vraiment qu'on soit dans les meilleurs Et je sais pas si, franchement, mon écriture est si intéressante. Je sais pas si j'ai vraiment quelque chose à dire. Et c'était vraiment mon rêve. Je me disais, mon rêve, c'est de voir un jour un livre avec mon nom dans une librairie ou dans une bibliothèque, dans un salon. Et en fait, je voyais toutes les personnes qui commençaient autour de moi à décider ce qu'ils voulaient faire. Et j'étais complètement paniquée. Je me disais, mais je sais pas. Et en fait, au bout d'un moment, c'est revenu comme une urgence, mais grâce à ce livre, parce que tout d'un coup, je me suis dit, je peux plus avancer en fait dans la vie là si j'écris pas ça. J'ai vraiment envie de l'écrire. Et du coup, j'ai écrit ce livre-là. Et maintenant, ça m'a donné confiance dans le fait que je pouvais en écrire d'autres. Donc aujourd'hui, le titre de romancière, c'est un titre que vous êtes fière de vous attribuer. Alors, la première fois que j'ai dit que j'écrivais un livre, j'ai fondu en larmes. Je pense que maintenant que je l'ai sorti, j'aime bien. J'aime bien le côté romancière, genre Joe des 4 filles du Dr March. J'adore cette référence.
En tout cas, avant de vous dire romancière, vous avez fait donc des études universitaires en philosophie et en histoire. C'est quand même des champs où on écrit, où on réfléchit, où on pense au sens des mots, à l'agencement des mots. Est-ce que c'était déjà une espèce de tentative timide d'approcher le littéraire sans être dans la littérature ? Je pense que c'était plus une façon de penser à des thèmes qui m'intéressaient vraiment. Le thème de mon livre, de la mort, du souvenir. J'avais fait une recherche sur la phénoménologie du souvenir même, genre comment approcher le plus proche ce qui est complètement évanescent. Il y a une thématique qui ressort aussi dans votre livre, dans ce que vous venez de nous raconter, c'est le thème de l'archive, le thème de garder des traces, qui est quelque chose de très central en histoire. C'est aussi ça qui vous intriguait ? Ouais, j'avais un cours, je me souviens, qui m'avait passionnée sur les archives mineures. Comment sortir quelque chose d'historique d'une lettre, d'un registre. Puis ça m'a vraiment aidé pour mon livre, je pense, après, parce que dans mon livre, il y a un côté un peu Sherlock Holmes, Agatha Christie, de partir avec 3 petits bouts de livres ou d'agenda et puis d'essayer d'en faire une histoire, quoi. Vous ouvrez à un moment donné une malle, un coffre en fait, qui appartenait à votre père, qui était depuis des années oublié au fond d'une grange, et vous retrouvez ces agendas, ces carnets où lui-même écrivait à la main, et il y a vraiment une émotion très forte, très bien décrite. On sent en fait toute l'intimité qu'il y a dans la graphie d'une personne, et j'ai lu en fait une forme d'hommage à l'acte d'écrire dans cette scène. Oui, surtout que c'est des agendas qui sont très beaux, toujours écrits avec une plume biseautée, d'encre de couleur, toujours super élégante, enfin pourpre ou violette justement. Et c'est une scène que j'ai beaucoup aimé écrire parce qu'elle réunit plein de choses, parce qu'il reste après la mort, c'est-à-dire plein d'affaires, d'archives. Retrouver ces malles, c'était un peu comme comme une œuvre d'art contemporain, genre pose dans la vie quotidienne de quelqu'un qui est mort en 2006. La narratrice trouve le code, alors que le code du cadenas qui ferme les la malles malle, fermées. ouais. Et en fait, cette scène, vraiment, c'est une des premières scènes que j'ai écrites, et c'est une des premières scènes qui m'a permis de mettre un peu de magique, beaucoup de fiction, d'inventer, de décrire tout ce que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette scène. Et en même temps, il y a un paradoxe aussi, parce que dans cette scène, on sent l'excitation, la joie de la narratrice à trouver ses affaires, mais en même temps, il y a une forme de dégoût. Il y a ensuite ce moment où tout est mis de côté, de peur qu'il y ait des bêtes dedans, que ce soit moisi, enfin voilà, avant le geste d'appropriation des vêtements de son père. Et je trouve que ça dit bien aussi à quel point le souvenir traumatique, on peut avoir envie d'y aller, et en même temps, on n'a qu'une envie, c'est le rejeter et l'oublier, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a toujours ce truc très compliqué. Par exemple, même quand on va dans un cimetière, tout d'un coup, il y a ce truc super métaphysique, transcendant. Et puis après, tout d'un coup, on se rend compte que quand même, il y a des ossements d'un corps qui s'est dégradé. Voilà, c'est ce double mouvement entre nous, la vision un peu transcendante qu'on peut avoir de la mort, et puis parfois des pensées super triviales qui nous viennent. Si ces affaires sont dans cette malle depuis 15 ans, il doit y avoir des mythes, et puis dans cette grange, il doit y avoir des rats, et puis est-ce que moi j'ai envie d'être confrontée à ça ? Ce temps qui passe vraiment. Enfin, vraiment, le temps qui passe au sens propre. La réalité, quoi. La réalité. Et ouais, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Vous avez dit, il y a toujours quelqu'un dans une famille qui dénoue les nœuds pour les autres. Comment s'est faite la prise de conscience que c'était vous, ce quelqu'un ? Je pense que ça, c'est venu assez tard. En fait, c'est venu quand presque à la sortie du livre. Parce que j'avais tendance à croire qu'en fait, ça intéressait tout le monde, et presque moi, je m'octroyais le plaisir et le bonheur d'aller partir à la recherche de non seulement mon père, mais de toute cette famille. Parce qu'en fait, je fais des recherches je suis partie sur 6 générations, en fait, pour essayer de démêler un peu cette histoire. Et en fait, quand j'ai compris que, par exemple, mes sœurs, ça les intéressait peut-être pas forcément autant, j'ai compris que oui, j'étais peut-être ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'on se passe dans le transgénérationnel, les traumatismes qu'on a pu se donner. Et donc là, je pense que j'ai compris plein de choses en comprenant... mon père était napolitain, en comprenant des choses
sur Naples, sur le caractère napolitain, sur la dualité du caractère napolitain, un côté très, parfois, un humour, mais très sombre ou très macabre, une façon d'être très liée voilà, à la mort, au danger, et en même temps une légèreté de vie. Et puis aussi, j'ai pu comprendre des choses sur sa famille, son histoire à lui. En fait, lui, mon père est mort quand j'avais 6 ans, des suites. Je le découvre dans le livre d'un comportement très addictif à l'alcool et à l'héroïne. Et toute la question était vraiment de se dire, mais comment, en fait, comment un homme qui a 4 filles, voilà, qui a une vie heureuse, peut se retrouver dans ces situations-là, comment il peut pousser le vice à ce point. En cherchant, j'ai découvert ce que je savais pas, que déjà lui avait perdu sa mère. Il a perdu sa mère à 9 ans. Moi, j'ai perdu mon père, donc lui, à 6 ans. Qu'il avait déjà répété ce traumatisme-là et qu'elle-même était droguée. Que donc lui, en fait, était tombé de ça quand il était petit et que sa façon de sortir du traumatisme, c'était peut-être de se remettre dans cette situation-là, de cette situation d'horreur, enfin, qui lui avait gâché la vie. Et moi, sa façon de sortir de ce traumatisme-là, c'était d'écrire ce livre. Et de le nommer. Ouais. Probablement en le nommant et en le voyant, vous oui, êtes en train de le décortiquer. De le déjouer, je pense. Ouais. Quelles sont les autrices ou les auteurs qui vous ont inspiré en tant que romancière dans ce livre ? Alors, je suis très nulle pour trouver les noms de personnages. Et donc, mon personnage, par exemple, je l'ai appelé Anna en hommage. Voilà, comme si j'offrais mon personnage à Anna Karénine, qui est quand même un des livres qui a plus fait aimer la littérature. Après, en tant que figure, Joan Didion m'a tout débloqué. J'avais vu un documentaire sur elle qui s'appelle « Le centre ne tiendra plus ». J'avais jamais lu un seul de ses livres, mais tout d'un coup, elle, sa figure, les textes que j'entendais, ce qu'on disait sa vie, elle dans sa voiture, en train d'écrire ses textes, dans sa maison, à Malibu, enfin tout m'emportait. Et à un moment, il y a un arrêt sur image avec une photo où elle regarde le spectateur et on entend en voix off One day you gotta get out of school and start writing your book. Donc un jour tu devras arrêter l'école et commencer à écrire ton livre. Et moi, il se trouve que j'étais en plein Covid, en train de finir mon mémoire sur les manuscrits médiévaux. C'était génial, mais... Et il y avait presque un truc prophétique. Enfin, presque le lendemain, je me suis réveillée en me disant « Joan Didion m'a dit... » Mais alors que c'est un documentaire que des centaines de personnes ont vu, mais... C'était la marraine la fée, quoi. Il y avait un peu que ça. Et il se trouve que quand j'ai rencontré la présidente de Flammarion, Sophie Closet, elle m'a direct dit, mais sans savoir, alors il y a un livre qu'il faut lire sur le deuil, c'est L'année de la pensée magique de Joan Didion. Et là, je me suis dit, bon, je tombe avec la bonne personne. Ouais, bien sûr. Personne n'a mieux décrit qu'elle. Bah justement, parlez-moi de cette rencontre avec Flammarion. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez travaillé ? Quelle matière vous avez apporté sur la table à votre éditrice ? J'avais tout juste commencé à écrire mon livre et on m'avait dit « Oh, Alix Penant, oh là, c'est une éditrice incroyable ». Donc j'avais envoyé à tout le monde sauf Alix Penant parce que je me disais « Elle est trop bonne. Si elle est si géniale, elle voudra vraiment jamais de mon livre ». Et en fait, la vie a fait que, grâce à Sophie de Closet, on s'est rencontrés et en fait, ça a été presque... C'est très bizarre les rencontres avec des éditeurs, enfin, c'est presque un speed dating. On se dit, est-ce que tu rencontres la personne et puis tu te dis, est-ce que je veux passer le restant de mes jours avec ? Enfin, il y a un truc très bizarre. Et elle, pour le coup, ouais, j'aurais pu signer pour passer le restant de mes jours avec direct. On s'est vraiment comprises. Voilà, je pense qu'elle a une histoire personnelle qui faisait qu'elle aussi comprenait très bien ce livre et on avait une sensibilité et puis les mêmes références, les mêmes envies pour ce livre. Et voilà, finalement, j'ai travaillé presque qu'avec des femmes d'ailleurs chez Flammarion. La première personne qui a fait une décorrection aussi, c'était une jeune apprentie de chez Flammarion qui avait mon âge, qui s'appelle Cassandra. Et c'était hyper émouvant parce que c'était le premier livre qu'elle corrigeait et moi le premier livre que j'écrivais. Et voilà, tout après, ça a été qu'une suite de femmes merveilleuses qui m'ont aidé à faire ce livre. Et c'était hyper touchant. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire la toute première page de ce tout premier livre ? Je suis dans le train qui me ramène d'un voyage scolaire.
Le tunnel de la gare Montparnasse nous avale peu à peu. Je connais mal cette gare. Ce n'est pas celle dont j'ai l'habitude. Cela lui donne un aspect un peu irréel. À mesure que le train avance, je regarde scrupuleusement le quai, à la recherche d'un homme portant un chapeau de feutre. Je n'entends plus les discussions des autres enfants. La silhouette de mon père est facile à reconnaître. En plus de porter un chapeau de feutre, il est longiligne, toujours vêtu de très beaux costumes, chaussé de bottines en daim marron et tient parfois une canne. Il s'habille comme Mr. Banks dans Mary Poppins. Il est différent des autres pères de l'école qui sont en jean basket et dont je me demande du haut de mes 6 ans quand ils commenceront à s'habiller comme de vrais papas. Aujourd'hui, je n'accorderai pas un regard aux jean basket avec leur pain au chocolat à la main. Aujourd'hui, c'est lui qui va venir me chercher, me sauver de cet enfer de la classe verte. Lui, avec son raffinement, ses discussions intelligentes, ses caresses sur mon crâne, ses baisers avec sa barbe qui repousse légèrement, son amour. Il me l'a promis. Je suis fière d'être la fille d'un homme si différent des autres. Et j'aime aussi qu'il vienne me chercher comme n'importe quel père. J'ai mis exprès la jupe courte en flanelle grise qu'il m'a offerte, un pull qui gratte, et je me suis fait des nattes pour ressembler à une Anglaise rentrant du pensionnat. Tandis que je continue à scruter le quai pour le repérer et le rejoindre le plus vite possible, les autres enfants parlent, s'agitent sur leurs sièges, enfilent leurs gros manteaux et leurs sacs à dos mous et très lourds. Mais quand je descends du train, il n'est pas là, il m'a oublié. C'est ma mère qui apparaît, longiligne elle aussi, dans un manteau noir parmi les autres parents. Elle est accompagnée de ma sœur, Molly, et d'Erika, une amie qui est comme une grand-mère pour nous. Il manque mon père et Rosalie, mon autre sœur, pour compléter le tableau. J'ai peur qu'il y ait eu un malentendu, que ma mère soit venue me chercher machinalement, sans penser qu'il viendrait lui aussi. Violette Dursault, quels sont vos rituels d'écriture ? Je voudrais pouvoir vous imaginer en train d'écrire à quoi ressemble votre table, qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce que vous buvez, quel est le cadre ? Alors j'habite à Marseille déjà, donc ça se fait à Marseille. Puis c'est drôle parce qu'il y a des rituels d'écriture qui changent en fonction des phases d'écriture. Au début, j'ai vraiment consacré 3 ans de ma vie à faire ce livre, donc je me réveillais très tôt. J'écrivais direct. J'aime bien le fait de me réveiller très tôt parce que, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le matin que j'ai de l'inspiration et de l'énergie pour le faire. Et puis après, ça me laisse le temps de faire d'autres choses dans ma journée. Et puis, voilà, j'ai de la chance d'avoir un petit bureau où j'ai tous mes livres, une table avec des petites cartes postales, des œuvres d'art en face de moi. Évidemment, j'adore écrire. Il y a un côté super enfin, c'est super agréable. J'adore. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça, mais il y a un côté parfois quand même très douloureux, quoi. C'est dur. On n'a pas envie d'y aller. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'arrêter, mais en même temps, on fait rien de bien. On culpabilise. Enfin, il y a un truc. C'est quand même assez lourd. Et donc la réécriture, ouais, c'était compliqué. Il y avait des moments qui étaient durs parce que j'avais envoyé un manuscrit qui était presque le double de ce qu'est le livre aujourd'hui. Donc vraiment, il y a des bouts qui sont enlevés. C'était des bouts de mon corps. Et en même temps, maintenant, je pense que ça fait que le livre avance. Je trouvais ça aussi intéressant de voir que vous aviez commencé tout le travail parce qu'il y a aussi toute une enquête. Ouais. Il y a des déplacements, il y a une partie presque reportage dans votre démarche. Et il a fallu le confinement. Il a fallu cette période en fait où le temps s'est arrêté pour pouvoir remonter le temps. Et je me suis demandé si vous aviez eu la possibilité d'aller remonter le fil du temps de la même façon, avec autant d'assiduité et d'efficacité. Est-ce que c'était nécessaire ? Je pense que... Alors l'idée du livre, l'envie, le besoin du livre, il est venu avant le confinement. Mais puis voilà, il y avait quand même un côté de toute façon, personne ne fait rien. Et il y avait une espèce de liberté à ça, enfin... de me dire que... Parce que dans la première phase d'écriture, j'avais tellement de choses en moi que j'avais besoin de faire. Je pense que ça m'a beaucoup aidé qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Il y avait l'espace pour... Ouais. Il y a un passage qui m'a beaucoup touchée, c'est la visite chez une ostéopathe qui vous fait comprendre que ces douleurs physiques que vous ressentez depuis des années proviennent
du stress post-traumatique. C'est la première fois que quelqu'un nomme ce stress et ça fait une espèce de révélation pour vous. Est-ce que vous pensez que l'écriture peut être une façon, une thérapie pour soigner cette forme très particulière de douleur ? Totalement. D'ailleurs, l'écriture dans toutes ses formes, je pense que le fait de... Enfin, pas forcément d'écrire un roman, quoi, juste le fait de faire une liste ou de mettre sur papier. Enfin, voilà, je pense que ça aide à juste voir les choses un peu plus clairement. Et puis, j'y crois vraiment au pouvoir magique de l'écriture. C'est un thème qui était super important à aborder pour moi. Et je pense que notre corps exprime des choses qu'on ne sait pas forcément. C'était un thème super important dans mon livre, quoi. Et il y a un autre thème, c'est celui du deuil. Et c'est quelque chose qui a beaucoup résonné en moi parce qu'en fait, on comprend bien en écoutant Anna que faire son deuil, ça n'existe pas. C'est une expression, je pense, qui n'a aucun sens. Et ce que j'aime bien, c'est que justement, dans le livre, vous ne tranchez pas. Il n'y a pas de temps pour faire son deuil, il n'y a pas de façon de faire son deuil. Et finalement, on ne l'a jamais fait, quoi. Oui. C'est un petit peu ça dans la leçon. leçon. Et je pense aussi, totalement. Je pense qu'on le fait jamais. Je pense que les personnes décédées restent avec nous accompagnent, et puis la douleur, voilà, se transforme, mais ne s'arrête pas. Et puis justement, on le relie dans l'idée de faire son deuil, on le relie à l'oubli, comme si ça allait passer, on allait peu à peu oublier la personne, mais en même temps, quelle horreur d'oublier cette personne. Je pense qu'on l'a tous eu, la panique de se dire, mais c'était quoi le son de sa voix, c'était quoi son odeur, c'était quoi l'impression que ça nous faisait quand elle rentrait dans une pièce. Et puis je pense que le livre, c'est aussi ça, c'est accorder à toutes les personnes qui ont vécu un deuil, d'un coup, le bonheur de lire une personne qui consacre 3 ans de sa vie à un deuil, à quelqu'un qui est pas là, et puis qui arrête tout, et puis qui décide de repartir sur les traces de cette personne, quoi, et de vivre avec. Et puis je pense que l'écriture, ça m'a aussi permis de faire ça, moi, vraiment, de vivre avec mon père tous les jours. Il vous a changé, ce livre ? Oui, totalement. Déjà, j'ai réalisé ce rêve qui était d'écrire un livre, et puis de rencontrer mon éditrice, ça m'a donné confiance dans le fait que je pouvais faire la chose que j'aime le plus au monde, qui est d'écrire. Et vous êtes devenue italienne, mais concrètement en plus, non, c'est ça ? Oui. Oui, j'aimais pas. Alors, donc oui, voilà, mon père était italien, donc je suis partie dans des villes italiennes, et ça m'a appris beaucoup plus de choses sur mon père, sur ce qu'il avait vécu, sur ce qu'avait vécu ma famille, sur ce que ça voulait dire d'être italien. J'ai rencontré plein d'amis italiens aussi. J'ai appris à parler italien. Je pense que c'est aussi un peu un roman d'apprentissage. Ça doit quand même être compliqué de se confronter à l'œil du public avec ce premier roman, quand on est déjà un personnage public, quand les personnes ont déjà une idée de vous, connaissent des photos de vous depuis que vous êtes quasiment bébé. Est-ce qu'il a fallu dépasser quelque chose pour avoir le courage ou l'audace de venir se présenter au monde en étant autre chose que la fille de votre mère et de votre père? Je pense que pour l'écriture, c'était très dur. J'ai l'impression de marcher sur des œufs et qu'on allait m'attaquer de tous côtés, et puis que je donnais, en plus, comme je donnais une image parfois sombre de mon père, de ma famille, de moi. Je parle de mon endométriose, de mes règles. Enfin, il y avait un côté de tout d'un coup s'exposer comme ça me faisait très peur. Et puis aussi, c'était vraiment le vrai défi d'écriture, d'essayer de retranscrire ce personnage qui est à la fois de personnage drogué, qui boit, etc. Et en même temps retranscrire la beauté du personnage, le côté romanesque. Et puis ça m'a poussée à aller chercher encore plus loin dans la fiction, l'écriture, d'être le plus précise possible pour retranscrire un personnage et pas en faire quelque chose de caricatural. Et puis finalement, en faire un objet littéraire. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est que je voulais pas écrire mon histoire, je voulais écrire un livre, je voulais écrire un roman, je voulais surtout écrire un roman sur les orphelins, sur ce que ça fait de perdre un parent. Et donc l'écriture, c'était un peu mon petit bouclier. Et donc l'accueil médiatique, au final, il a été plus doux, moins dur que vous le pensiez? Plus doux que ce que je m'étais imaginé. Moi, je m'étais imaginé un truc super dur. J'en faisais des cauchemars. Et en fait, il y a eu des retombées surtout littéraires de personnes qui ont été touchées par le livre, par l'écriture, par l'histoire. Puis qui finalement, je l'espère, oubliaient au bout de la page 5 que c'était mon père, ma mère, quoi.
Ça fait quel effet de voir des personnages qui ont connu votre père écrire des chroniques sur ce livre ? C'est vrai qu'il y avait un côté un peu compliqué parce que moi, j'ai vraiment passé de temps dans mon imaginaire, dans mes personnages, à construire par exemple le personnage de Molly, qui est un personnage inventé, qui est la sœur de la narratrice. Ouais. Et puis tout d'un coup, de lire à la presse des gens qui parlaient vraiment de mon père en tant que lui, ce qu'il était. Et en fait, moi, je venais de sortir mon livre et moi, dans ma tête, j'étais mon personnage, ma narratrice. Et donc, mais en même temps, il y a eu des hommages très, très beaux. Et puis même, c'était la difficulté aussi dans ma recherche. Enfin, quand je voulais des témoignages, il y avait un côté très dur où j'allais toquer à la porte de gens en leur disant « Vous vous souvenez de cette personne qui est morte il y a 15 ans ?» Et « Ah bah, je suis sa fille d'ailleurs, avec qui vous n'avez pas gardé de lien. Parlez-en, pourquoi ?» Le ressusciter comme ça n'a pas été facile pour tout le monde. En fait, c'était intéressant parce que c'est un livre aussi sur le lien des personnes à la mort. Et en fait, certaines personnes préfèrent oublier. Et j'aime bien ce côté de mon livre de genre en mode « Ah ah, vous avez voulu y échapper ? Eh bien non !» Et votre maman et vos sœurs, elles ont accueilli comment ce roman ? De manière super différente. J'ai 3 sœurs, mais Nine est la plus proche de moi en âge. Elle avait 11 ans quand notre père est mort. Et on a tellement tout vécu ensemble que je me disais, je veux pas qu'elle lise le livre comme ça. En fait, je veux presque qu'elle y participe. Elle m'a aidée à faire la dernière relecture. On est partis à Rome toutes les deux. Et je pense que c'était important que ce processus se finisse avec elle, parce que tout s'est fait avec elle. Mais que dans l'écriture, j'avais besoin de le faire seule. Et après, ma mère, elle était surtout, je pense, très fière de toutes les personnes qui l'ont lu. C'est peut-être celle qui l'a vu le plus comme un objet littéraire, quoi, parce que elle connaissait tellement bien son mari qu'elle voit très bien que c'est évidemment parfois une image erronée, fausse, d'enfant. Et elle le voit vraiment comme un roman. On va finir par un petit questionnaire, Violette, oui. Si vous êtes d'accord. Je vais vous poser des questions et je vais vous demander de répondre de façon spontanée et brève. Ok. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise en étant écrivaine ? En fait, on a tous quelque chose de particulier à dire. J'avais tendance à croire que, en fait, ce que j'avais dit, tout le monde l'avait déjà dit. Et la manière dont on le dit, dont on le vit, n'est jamais la même et est toujours intéressante. Donc, vraiment, écrivez. Qu'est-ce que les gens seraient surpris d'apprendre sur vous ? Je sais pas faire de vélo. J'ai appris très tard. Quelle est votre idée du bonheur parfait ? Être confiant dans ses relations amicales ou amoureuses, ne pas avoir peur de dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut exprimer sa créativité ? Fais-le à fond, fais-le le plus possible. Et si t'écris, écris le plus. Si tu fais des sons, sors le plus de sons tout le temps. Et puis, tu trouveras quelqu'un qui a un œil pour essayer de trouver les petites perles dans toute la craziness que t'as sortie. En un mot, comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous en tant qu'écrivaine ? Je pense que ça serait sur l'imaginaire. À quoi ressemblera votre deuxième roman ? Ça a fini de parler des hommes, ça parlera plus de femmes, je pense. Merci beaucoup, Violette. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires Rue Cambon en podcast. Pour prolonger l'univers de l'autrice, vous trouverez des images et des références sur le site de Chanel. À bientôt!